On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous est l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Bien Commun. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Axel et on va parler de la pause brindille, un petit secteur, finalement pas si petit que ça, autour des jeunes aidants. Mais déjà, j'ai commencé par vous présenter Axel. Bonjour Axel, tu vas bien ? Bonjour Thomas, je vais très bien, merci. Bienvenue à Paris. T'es lyonnaise au départ, vous l'entendrez peut-être à ce petit accent chantant qu'on entend dans la voix d'Axel. Le trajet s'est bien passé ? Oui, je suis pas lyonnaise, je suis C'est vrai ? Adoptée. Je suis plutôt de la Drôme, c'est à mes hauts que tu vas comprendre. Ok, et ben pour ceux qui ont une oreille, vous ferez attention. C'est de la Drôme qu'on vous parle aujourd'hui. Trop bien. Bon, je suis content de te recevoir aujourd'hui, Axel. On va parler pas mal de la pause brindille. Tu peux nous expliquer un peu pour ceux qui connaissent pas la pause brindille en 2-3 mots déjà pour poser un peu le décor ? Oui, la pause brindille, c'est une association qui lutte contre l'isolement des jeunes qui soutiennent leurs proches en fragilité de santé. Et par jeunes, on entend enfants, adolescents et jeunes adultes. Donc, nous, notre tranche d'âge, c'est 8 à 25 ans. Voilà, donc, on lutte contre leur isolement et on soutient leur santé, j'aime bien dire au pluriel, c'est-à-dire toutes les santé psychiques, physiques et sociales. C'est une association que j'ai vraiment découvert à la Nuit du Bien Commun à Lyon, lorsque tu avais pitché sur scène. Dans ma tête, aidant, c'est un biais, mais tu avais 50 ans. Au moins. T'avais 50 ans, t'aidais tes grands-parents, t'aidais potentiellement tes enfants. Mais je sais pas, en tout cas dans mon imaginaire, j'accrochais pas immédiatement. Si je savais dessiner un aidant, clairement à aucun moment il aurait eu 18 ans, quoi. Ouais, c'est un vrai souci, en fait. Les politiques sont assez récentes sur la question des aidants. On va dire qu'elles ont 15 ans à peu près. Et elles ont vraiment commencé sur ce qu'on appelait à l'époque le couple aidant-aidé, donc les personnes âgées, avec une des personnes du couple qui assez classiquement, qui avait par exemple la maladie d'Alzheimer, tout ce qui est maladie neurodégénérative. Et ça a vraiment commencé par ça c'est avec le plan Alzheimer, et le terme s'est inscrit dans la mémoire collective. Et donc aujourd'hui encore, pour la plupart des gens, les aidants aident des personnes âgées. Et puis, avec le vieillissement de la population, ça concerne effectivement beaucoup de cas. Et on a un peu oublié qu'il y avait aussi tous ceux qui aidaient leurs enfants en situation de handicap ou malades, leurs frères et sœurs, et puis les enfants qui, à la maison, accompagnaient, alors soit étaient co-aidants, c'est très vilain, mais sont aidants d'aidants ou aidants en plus, soit sont aidants principaux de leurs parents malades. Et ça, ça concerne, je pense... T'as les chiffres un peu ? Oui, alors en France, c'est 1 million de jeunes de moins de 25 ans. Donc ça fait beaucoup. Et sur ce million... Et tu descends jusqu'à quel âge à peu près ? Est-ce qu'on considère qu'il y a un peu un minimum pour vraiment être aidant ? Déjà, il faut être responsable de soi, non ? Eh ben, nous, on a dans notre conseil d'administration des adultes qui ont été jeunes aidants, dont 3 qui ont commencé à 5 ans. Ah la vache. Donc c'est vraiment pas une idée qu'on peut avoir. Je pense à moi je projette ma fille qui a 6 ans. Voilà. Et en fait c'est des cas très concrets. Maman bipolaire, frère schizophrène. Faut bien quelqu'un qui gère. Notre vice-présidente a eu ses 2 parents qui sont sourds, donc elle a aidé dès qu'elle a su écrire et parler. Elle a pris la traduction et tout. Elle a accompagné sur absolument tous les gestes de la vie quotidienne. Et puis, on a nos administrateurs qui étaient le dernier d'une famille, le petit dernier, vraiment gros écart avec ses grandes sœurs, qui sont partis vivre leur vie. Et puis, ses 2 parents sont tombés malades. Il avait 5 ans et demi. Et à partir de là, il a accompagné son papa qui avait un cancer et qui en est décédé. Et puis, sa maman qui avait une maladie lourde et chronique, qui vient de décéder là il y a quelques mois. Donc et 42 ans d'aidance. Et c'est pas des cas qui sont rares, mais on ne peut pas, je pense, conscientiser. C'est un tabou quand même aussi, l'idée que... Ouais, moi c'était un peu la question que je voulais te poser. C'est tabou ou c'est pas connu ?
Est-ce qu'il y a tu vois un peu la différence Les deux. que je fais entre les oui, deux? mais je pense que ce n'est pas connu parce que c'est tabou. En fait, l'idée que des enfants dont nous, adultes, sommes censés s'occuper, en fait, on est censé nous occuper de ces jeunes, on a beaucoup de mal à imaginer qu'à la maison, tout s'inverse. Et les personnes adultes qui sont concernées par ça, qui sont accompagnées par ces jeunes, n'osent pas en parler à l'extérieur. C'est extrêmement difficile quand les rôles s'inversent et dire, c'est mon enfant qui va faire les courses, bon, bien sûr pas à 5 ans, mais très tôt, qui va chercher les médicaments, qui, quand je suis vraiment pas bien, c'est aussi beaucoup de soutien moral. Et le soutien moral, ça prend beaucoup de temps, passer du temps avec quelqu'un qui est en difficulté psychique ou physique. Et c'est très difficilement quantifiable. Quand tu accompagnes quelqu'un à s'asseoir ou à se coucher dans un lit ou quand tu lui donnes ses médicaments, c'est de la logistique. Donc ça se voit, ça se quantifie. Mais quand tu accompagnes une personne qui est en dépression, par exemple, une dépression récurrente, chronique pendant des années et des années, et que toi, tu fais en sorte que officiellement tout aille bien, que tu travailles bien à l'école, que ça ne se voit pas, de pas rajouter de problèmes, et puis de gérer les frères et sœurs qui font du bruit, de gérer les devoirs. C'est beaucoup moins facile à... Oui, en fait, t'es devenu aidant, mais même toi, tu le sais pas. Oui, et tu parlais, on a commencé avec le terme aidant, c'est un terme qui est pas adapté. Nous, on l'utilise parce que institutionnellement, aujourd'hui, c'est le terme qui existe. Ouais. Mais on le trouve absolument pas adapté. C'est quoi le bon terme pour toi? On l'a pas trouvé. On ne l'a pas trouvé. On en parlait encore hier avec une personne de l'UNAFAM sur les jeunes aidants des personnes atteintes de troubles psychiatriques, qui sont extrêmement nombreux et qui sont les plus en difficulté. Parce que les malades, bien souvent, ne se reconnaissent pas malades. Juste l'UNAFAM, pour ceux qui l'ont pas, est-ce que tu peux juste le décrire? Comme ça se prononce, UNAFAM, c'est la plus grosse association d'accompagnement des proches de malades en troubles psychiatriques en France. Qui est un de vos gros partenaires aujourd'hui. Oui. Et en fait, moi, ma fille, par exemple, parle des jeunes subissants. On va pas pouvoir utiliser ce terme-là parce que c'est vraiment pas... On comprend bien ce qu'il y a derrière. Mais on comprend ce qu'il y a derrière, en fait. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont lourdes. C'est pas que du bonheur, c'est pas que de la joie. Et quand je parlais de tabou derrière, c'est ça aussi qui est tabou. C'est de dire il y a des souffrances. Il y a des souffrances des jeunes qui sont imposées parce que il y a faillite aujourd'hui du système de santé. Et donc, il y a de plus en plus de malades, il y a de plus en plus de handicaps, il y a de plus en plus de maintien à domicile des personnes âgées. Et puis, il y a ce fameux virage ambulatoire, c'est-à-dire qu'avant, quand on était malade, on restait 2-3 jours à l'hôpital ou 3 mois. Aujourd'hui, la plupart des cas, on va rester quelques heures et on va rentrer à la maison. Il y a un autre mot très vilain qui s'appelle la désinstitutionnalisation. Donc, de moins en moins de place en institut pour toutes les pathologies, tous les handicaps. Parce que c'est cher, parce que c'est des économies en fait qu'on doit faire et les économies elles sont reportées sur des mineurs et ça c'est insupportable. Enfin c'est pour ça aussi qu'on a créé la pause brindille. Voilà, aujourd'hui ces mineurs sont soumis aux mêmes demandes que les autres. Ils doivent grandir, ils doivent se construire. C'est la période de la construction identitaire. Et ils doivent réussir leurs études aussi, comme tout le monde, et puis se construire un réseau, enfin tout ce qui est nécessaire pour ensuite pouvoir vivre, s'élancer dans leur vie et y aller à fond, quoi. Et puis créer du lien avec d'autres jeunes, être en communauté avec d'autres jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui leur est de plus en plus refusé en fait, parce que le temps n'existe pas pour ça. C'est pas des jeunes qui vont avoir le temps d'aller le soir faire des activités. Ouais, parce que le soir, tu rentres, tu fais les courses, tu fais tourner la maison, et en fait, t'as 10 ans. Voilà. Et un jour, un jeune m'a dit, on m'a demandé d'être adulte à l'âge où j'avais encore peur du noir. Et j'ai trouvé que c'était... rien d'en parler, j'ai des frissons. Oui, je trouve que cette expression, elle est magnifique, parce qu'elle dit bien que c'était trop tôt. Alors, je pense qu'on n'est jamais prêt à être aidant. C'est un rôle qui est extrêmement difficile. Parce que ça change l'intimité avec le proche, parce que ça donne des responsabilités, ça détruit souvent assez définitivement l'insouciance. Mais quand on est adulte et qu'on vit ça, on s'est construit avant. On a des repères, on a des piliers. Quand on vit ça à 5, 10, 15 ou 20 ans, à un âge où on est censé s'amuser un peu quand même. En tout cas, avoir une certaine joie de vivre et que l'insouciance disparaît, ça crée quand même des personnalités qui vont développer souvent beaucoup d'anxiété et qui vont devoir faire avec.
Et puis ça ne va pas s'arrêter. Ça s'arrête pas avec la majorité, la jeune aidance. Après, on devient juste des vieux aidants, ou des anciens jeunes aidants, mais on aide, dans la plupart des cas, on aide encore. Et donc, c'est parfois toute une vie comme le... Est-ce que tu as un cercle qui parfois s'installe, si tu as été jeune aidant, vu qu'on n'a pas encore le bon terme, ou jeune subissant, pour faire un clin d'œil à ta fille, est-ce que derrière, potentiellement, ça peut amener des rythmes de vie, des séquelles qui peuvent faire que derrière, c'est toi qui vas avoir besoin d'être aidé et créer une espèce de cercle vicieux? Pourquoi je te pose la question? Parce que je vois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, alors pour le coup, j'allais dire dans les vieux aidants, qui choisissent d'être aidants, d'accompagner leurs proches à la maison plutôt qu'à l'hôpital, etc. Donc il y a un choix, mais je pense que quand tu choisis, t'acceptes aussi beaucoup mieux les choses, tu les vis plus paisiblement, potentiellement tu te fais aussi accompagner face à la difficulté. Mais ces jeunes-là, ils ont pas ces opportunités-là. Je vois mal un jeune de 10 ans qui galère déjà à aider ses parents, se dire que ce serait peut-être pas mal qu'il aille voir un psy pour se faire aider lui-même à côté. Comment ils vivent ça derrière? En fait, je pense que c'est tout l'enjeu de la création de l'association. C'est vraiment parce que les adultes, anciens jeunes aidants qui sont membres du conseil d'administration et avec lesquels on a créé la Pause Brindille, ont tous souffert et souffrent encore pour la plupart de ces séquelles-là et d'épuisements récurrents. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a des chiffres qui sont très récents, là, qui doivent avoir 15 jours, 3 semaines, d'une rare enquête qui est sortie, Massif Crédoc, qui dit que sur tous ces jeunes, en fait, un quart, en gros, pour faire court, un quart sont submergés en besoin de secours et éprouvés en demande de soutien. Du coup, le pire, c'est d'être submergé. Voilà, submergé. Et au-dessus, il y a les éprouvés. Et éprouvés qui sont un petit peu moins submergés. D'accord. Et puis ensuite, il y a 2 autres catégories avec moins de... Où ça va un peu mieux et où ça peut être choisi, ou en tout cas, c'est vécu. Souvent, c'est une aide qui est moindre aussi. Ça va c'est décrescendo avec l'aide apportée. Et c'est très en lien, ces 2 catégories, submergés, éprouvés, avec la pathologie, en fait, de la personne qu'on accompagne. Et quand je parlais tout à l'heure des troubles psy, c'est des troubles psy ou des troubles du comportement. C'est ce qui abîme le plus. Parce qu'en fait, la relation avec l'aidé, et ça peut être par exemple une grand-mère qui a Alzheimer et il y a des phases dans Alzheimer, il y a aussi souvent une phase où la démence amène des injures, par exemple. C'est une phase qui est extrêmement difficile parce qu'on reconnaît plus la personne. Ouais, il y a une destruction. Il y a une destruction du lien et puis quelque chose d'extrêmement violent et donc pas de reconnaissance. Et je pense qu'on est tous aussi... la reconnaissance dans notre vie, c'est essentiel, en fait. On fait les choses, alors ça peut être un salaire, mais ça peut être de l'amour. Et quand on aide quelqu'un, quand on lui consacre des heures et que derrière, cette personne nous crie dessus, ne comprend pas ou continue à faire des crises de nerfs toute la journée, c'est super difficile. Et sur ces pathologies-là, en fait, les jeunes souffrent beaucoup parce que... Alors nous, on accueille aussi des jeunes qui ont des parents en addiction, notamment sur la question de l'alcoolisme, qui est une maladie, qui est reconnue par l'OMS comme une maladie. Et ça fait partie des cas qui sont difficiles, en fait, pour les jeunes. Déjà parce qu'ils ne peuvent pas aider le proche à ne pas être malade. Ça, c'est pas de leur ressort. Donc, ils vont faire vraiment tout ce qui est annexe. Et puis, quand la personne va être en crise de manque, ils vont subir. Voilà. Ils vont être dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la souffrance. Et donc, tu parlais du cercle vicieux, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment, en fait, ils se mettent à souffrir. C'est ce qu'on appelle en psychiatrie, par exemple, l'effet domino, notamment des personnes qui sont en dépression lourde, qui vont vivre avec leurs enfants. Donc, les enfants vont être sans arrêt dans cette ambiance un petit peu pesante, un petit peu triste. On met pas de musique, on fait pas de bruit, on se fait tout petit. Donc, déjà, c'est pas très propice à la joie de vivre. Et puis après, il y a ce qu'on ne sait pas exactement, les composantes génétiques de tout ça aussi. Il y a l'environnement, mais il y a aussi la génétique. Et sur les maladies psychiatriques, on ne sait pas grand-chose. Tout ce qui touche le cerveau, quand même, on est encore... Quand tu dis génétique, du coup, ce qu'on porte potentiellement, qui peut être héréditaire, qui peut être lié à l'ADN... Et du coup, que tu peux transmettre tu peux transmettre aussi... et les facteurs environnementaux. Hein. Donc, vivre dans ce genre d'environnement, c'est difficile pour les jeunes. Et donc, ils vont arriver à l'âge adulte avec déjà quelque chose une souffrance en eux, assez isolée quand même par rapport aux autres jeunes, comme je le disais tout à l'heure, et puis épuisés. Donc, forcément, ça, c'est source de déclenchement de pathologie. On l'a vu avec le Covid sur les jeunes. Les jeunes ont beaucoup souffert de cette épidémie et des conditions dans lesquelles ils ont vécu.
pendant le confinement, mais surtout après, l'année et demie qui a suivi, et ben, c'est un petit peu comme si quand tu étais jeune aidant, c'était toujours ça. Voilà. Nous, on a beaucoup de jeunes qui nous ont dit, sincèrement, ça n'a pas changé grand-chose en fait chez nous, le post-Covid, parce que déjà, on sort pas, on n'a pas de rassemblement au café le soir avec les copains. Voilà, on est déjà sur nos portables, en fait, comme sortie essentielle. On sort à l'intérieur de notre chambre. Et donc voilà, les gens ont juste connu ce qui est notre vie à nous, le reste de l'année. Et ça n'a pas aidé typiquement en termes de loi, d'évolution même des mentalités, d'intérêt au sujet. Le fait qu'on ait un peu tous vécu cette expérience. Moi, je trouve malheureusement que le post-Covid est un peu disparu rapidement. En fait, les prises de conscience qui ont eu lieu après, ça a changé les choses, il me semble, en termes de travail, d'organisation du travail. Pour tout ce qui est social, soutien des personnes, je vois pas de grands changements. Sincèrement, je vois pas de changement positif en tout cas. Et donc les jeunes aidants continuent leur vie. Voilà. Et ce qui est extrêmement important pour nous, c'est vraiment de libérer la parole. Certes, ils vivent des choses très positives. Aussi, ils sont très fiers de ce qu'ils font. Ils sont solidaires, ils sont engagés. Ce sont des jeunes sur qui on peut compter. Et pas que en famille. À l'extérieur, ce sont des jeunes... je le vois, nous, ils se servent les uns les autres, ils sont attentifs, ils sont assez incroyables quand même. Ouais, alors il y a la difficulté de ce qu'ils vivent au quotidien, et ça, on peut pas le nier, et c'est pas du tout ce que je veux faire. Mais c'est sûr que t'as le revers positif, si je puis dire, de la médaille. Ouais, ils apprennent le sens des responsabilités, du service, de l'engagement, de la parole donnée, d'être présent. Mais ça, c'est chouette quand c'est choisi. Et comme tu le disais tout à l'heure, quand c'est subi et quand c'est disproportionné, là, ça devient souffrance. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a ces catégories avec ceux qui n'ont pas choisi, qui subissent et qui disent très clairement que ça a détérioré leur relation avec l'aidé. Donc, que ça n'a pas aidé à ce que ça se passe mieux, qu'ils soient plus heureux avec leurs parents malades ou leurs frères et sœurs. Ou leurs frères et sœurs en situation de handicap, etc. Il y a toutes les situations d'ascendance. Mais ils sont pas plus heureux. Il faut dire la vérité quand même. Il faut dire les choses. Quand c'est moindre, quand c'est plus partagé, quand il y a plus de personnes dans une famille et que les rôles sont un peu répartis, là oui, ça peut être quelque chose qui permet de grandir, d'avoir une maturité et puis d'avoir par suite des jeunes adultes qui sont admirables, méritants et puis... Ça, c'est un point en vrai qui pour moi a soulevé parce que j'ai une vraie reconnaissance et une admiration pour notamment les familles. Alors je fais une petite aparté, mais qui ont parmi leurs enfants, que ce soit adoptés ou naturels, mais qui ont des enfants qui portent des handicaps, les fratries quand ça s'est bien vécu autour, qu'effectivement leur rôle a pu être porté dans le bon ordre. Alors on sait bien que parfois c'est la vie qui t'empêche de faire ça, mais voilà, on voit quand même que c'est des fratries souvent dans lesquelles il y a une maturité, il y a une fiabilité, il y a un engagement. Ça, on dit pas assez souvent, mais je trouve que la fragilité de certains peut faire grandir les autres et ça apporte à la société de s'occuper aussi des plus fragiles, des plus vulnérables et faut juste, comme tu dis, faut pas que ce soit subi, mais quand c'est accueilli et quand c'est pas disproportionné, il y a quelque chose de vraiment beau qui fait grandir aussi, je trouve, l'humanité et enfin l'homme au sens noble du terme, quoi. Oui, je te rejoins tout à fait. Nous, on a fait un podcast qui s'appelle Bien caché, le podcast des enfants aidants, donc les moins de 13 ans. On a eu beaucoup de mal à trouver des témoins. Et d'ailleurs, les enfants les plus en souffrance et les familles les plus en souffrance ont refusé de témoigner ou de laisser les parents témoigner leurs enfants. Je pense toujours par rapport à ce tabou dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce soit su à l'extérieur à quel point ils souffrent à l'intérieur du foyer. C'était trop difficile. Et les parents notamment qui sont aidés par leurs enfants, les parents qui sont aidés par leurs enfants, de la souffrance des enfants. Ouais, ou les parents qui ont vraiment des situations de handicap chez leurs autres enfants et qui sont en grande souffrance parce que notamment surtout les jeunes qui sont déscolarisés ou qui n'ont pas de place en ce moment et où les parents savaient que les enfants allaient dire leur souffrance. Et ça, je pense que c'est pas entendable et nous, on le comprend tout à fait. Ouais. En termes de culpabilité. C'est dur d'entendre la souffrance de son enfant. Même quand ça veut pas dire qu'on ne sait pas, mais... En tant que parents, on souffre déjà énormément d'avoir ce genre de situation, d'avoir des enfants qui sont... on peut souffrir d'avoir des enfants en situation de handicap et de se dire que ces autres enfants sont aussi en souffrance. Je pense que c'est pas
Il y a des moments où c'est pas entendable, c'est trop difficile. Mais sur ceux qui ont témoigné dans le podcast, ils sont extrêmement loyaux. Moi, je les ai trouvés extrêmement touchants. Un devoir de loyauté, en fait, à partir du moment où on appuie sur le micro pour les enregistrer, ils ont vraiment à cœur de dire on aime notre famille est pleine d'amour, on a ouvert les yeux, on n'est plus tolérant que la plupart des... Alors certes, il y a la maturité, mais il y a aussi la question de la tolérance. Il y a une place pour chacun dans ce monde. Ouais. Il faut faire une place pour les enfants handicapés. Il faut que les maladies, toutes les maladies en fait, soient entendues et qu'on ne considère pas les gens malades en fragilité de santé comme des pestiférés. Et ils ont moins de 13 ans. Il y en a qui ont 7, 8 ans et qui nous disent déjà ça. C'est des leçons de vie. C'est des leçons de vie. Et moi, c'est vrai que c'est de tous les âges. Ils ont évidemment des choses différentes à dire quand ils viennent nous voir. Mais sur ces petits-là, c'est des très, très chouettes personnes, quoi. Et voilà, ça va faire des adultes qui seront très solidaires, très engagés. Souvent, la plupart des projets sont portés par aussi des frères et sœurs, des personnes qui ont grandi en voyant l'injustice du monde et qui veulent la combattre et qui veulent que leurs frères et sœurs, leurs parents aient leur place comme les autres et qu'on ouvre nos cœurs à tout ça. Donc voilà, ça c'est le bon côté, c'est quand nous-mêmes on est soulagés d'entendre ce genre de paroles. Et puis voilà, il faut pas oublier non plus le reste des cas, et qui sont les plus difficiles à entendre aujourd'hui, les plus rares à obtenir aussi. Hein, c'est vraiment parce que parfois on dit jeune aidant, jeune aimant. Il y a de l'amour dans la situation d'aide, c'est certain, mais l'amour n'exclut pas la souffrance. Voilà, c'est important de le dire quand même, c'est qu'il peut y avoir aussi de la souffrance. Et ces jeunes, en aucun cas, la société ne doit se reposer sur eux. Et faire en sorte que, nous en tout cas à la Pause Brindille, on veut vraiment qu'ils n'arrivent pas isolés et épuisés à l'âge adulte. Ouais, c'est une question d'égalité des chances, d'équité et de justice, quoi. Je suis tellement aligné avec ce propos. Axel, ça fait un petit moment qu'on papote autour un peu du contexte et je réalise qu'en fait, pour les chers auditeurs, j'ai même pas pris le temps de te laisser te présenter et qu'on comprenne aussi mais à quel moment tu t'es lancé dans l'aventure de la Pause Brindille, finalement, qu'est-ce qui a toucher ta vie pour que tu dises mais en fait ces jeunes aidants, il y a un moment il va falloir faire quelque chose pour eux, quoi. Qu'est-ce que je suis venue faire dans cette galère? Assez classiquement, ça vient d'une histoire personnelle, hein. Moi je suis maman d'une enfant en situation de handicap. Aujourd'hui j'ai aussi ma maman d'ailleurs qui est en situation de handicap, l'équivalent de la maladie de Charcot, et je suis moi-même malade. J'ai une maladie lourde chronique. Et donc, ça a été quand même un petit creuset de difficultés. Et puis, il y a eu des phrases, en fait, dans ma vie qui ont déclenché des choses. Parfois, pas tout de suite. Quand elle était, j'en avais parlé à la nuit du bien commun, mais comme tout le monde n'y était pas, je vais me permettre il faudrait que tout le monde y soit. Je vais me permettre de l'évoquer ici. En fait, il y a quelques années, ma fille aînée, m'a convoquée et puis m'a dit maman, comment, donc j'étais malade à ce moment-là, comment je vais faire quand tu seras morte, parce que je vais devoir m'occuper de ma sœur toute ma vie et moi j'ai ma vie à vivre et je sais pas comment je vais faire. Elle était en larmes. Elle avait quel âge? Elle avait 5 ans et demi. Et cette phrase, elle m'a brisée parce que j'ai, en fait, encore aujourd'hui, en fait, c'est les larmes qui viennent d'abord. Je me suis dit mais comment on peut vivre avec cette question à 5 ans et demi et s'endormir avec ça? Et comment moi, en tant que maman, je n'arrive pas à trouver de réponse? Je n'ai encore aujourd'hui aucune idée de la prise en charge de sa sœur quand elle sera adulte, et ni de ma santé quand elles seront adultes toutes les deux. Donc, j'ai pas de réponse. Et ça se profile quand même pas de façon très positive non plus. Donc, je crois qu'on a dû pleurer ensemble et puis je l'ai rassurée comme j'ai pu, mais sans mentir non plus, sans dire écoute, tout va bien se passer, on trouvera des solutions. Parce que j'étais incapable de lui dire ça. Pour moi, c'était comme un mensonge de dire tout va bien se passer, car je n'en ai vraiment aucune idée. Et puis après ça, j'ai un peu tout perdu dans ma vie. Ça a été une grosse chute. Ma santé s'est détériorée, j'ai perdu mon travail, je me suis séparée. Quand je me suis relevée de tout ça, j'avais aussi rencontré j'avais revu mon ancien patron et
Et il m'avait dit, tu sais, on se demandait tous comment tu faisais pour tenir le coup. Et cette phrase, elle m'a aussi... elle a vraiment résonné longtemps. Je me suis dit, comment c'est possible? En fait, on s'entendait super bien. J'étais membre du comité de direction. Je parlais tout le temps. Comment on a fait pour ne pas évoquer cette question de comment tu tiens, comment tu fais? Parce qu'en fait, je tenais pas du tout. Seulement, moi, je fais partie des gens, quand on me demande comment je vais toujours bien. Parce que c'est plus... Ça m'aide beaucoup plus, en fait, de sourire et d'être... je pense que de nature, je suis plutôt heureuse, j'ai plutôt une bonne nature, mais ça n'empêche pas l'épuisement. Et d'arriver au travail, c'était mon répit, le travail. J'adorais ce que je faisais, j'étais dans l'innovation sociale, j'avais une super équipe, une super boîte, dans le logement social, donc j'avais le sens, les rencontres avec les habitants, j'avais tout ce que j'aimais, c'était magnifique, j'adorais mon travail. Mais ça n'empêche pas, une nouvelle fois, l'épuisement. Et je donnais beaucoup d'énergie et je me remplissais plus, en fait. J'avais plus de batterie, de prise. Et ben, j'ai pas osé en parler. Et il n'y a pas eu d'espace pour que j'en parle non plus. Et donc, du jour au lendemain, j'ai disparu dans un trou. J'ai vraiment disparu dans un trou, trop de fatigue. Bon, c'était terrible. Et donc, ma réflexion, ça a été, je veux créer des espaces, je veux créer des conditions de dialogue. Au départ, la pause brindille V1, c'était, je veux créer des conditions de dialogue pour qu'on parle en fait de ce qu'on vit quand on est jeune aidant. Ça, c'était en réponse à ma fille. Et quand on est salarié aidant, il faut qu'on arrive pas seulement à mettre des aides en place, ça existait déjà, mais à créer les conditions du dialogue, des choses simples pour que les employeurs osent sortir de cette peur qu'ils ont d'aller dans l'intime, voilà, d'être dans le personnel alors qu'on est sur le cadre professionnel. Moi, je suis pas pas quelque chose qui la question du pro et du perso, je l'ai dépassé depuis longtemps. En fait, on passe 8 heures minimum par jour au travail. Moi, mes collègues sont mes amis. Et puis, quand ça se passe mal, je vais ailleurs. Donc, j'ai pas cet ADN, je pense, là, de la séparation vie pro, vie perso. Moi, tout va bien. Le soir, je sors avec mes collègues quand je peux. C'est pas... Je comprends bien qu'il y ait plein d'autres gens qui en aient besoin, mais c'est pas... Oui, non, mais c'est sûr que t'as une séparation pour ça. Moi, je suis dans la même situation que toi. Chez Obol, on a la chance où... en vrai, la boîte, on a une blague un peu, c'est de dire à chaque fois qu'il y a un nouveau collab, la question, c'est quel lien il a avec quelqu'un, parce qu'on a des cousins dans la boîte, on a des parrains marraines, on a des témoins de mariage, on a des super bons potes, enfin... Et en plus, quand tu l'es pas, tu finis par... L'autre jour, j'ai appris qu'il y en a 2 qui étaient partis une semaine en vacances ensemble. Ça se crée. Ouais, non, mais ça se crée. Ils partagent les mêmes potes. Il y en a un qui annonce ses fiançailles. Tu découvres qu'en fait, t'as un collab qui est au courant, mais parce qu'il était au week-end avec lui. Enfin, ça fuse et on a cette chance-là. Oui. Et ça, je pense que c'est extraordinaire parce que ça veut aussi dire qu'on a à la fois un cadre de boulot avec du sens, des équipes, des boss qui arrivent à créer ça. Qui insufflent ça aussi. Et qui insufflent ça. Et que quand t'as ça, pour moi, c'est le top du top parce que ça permet d'atteindre cette frontière. Oui. Mais bon, ça exclut pas le fait que la frontière existe. Oui, donc en fait, tu vois, cette question d'oser parler de ces difficultés, c'est un peu la même chose que le tabou des enfants. Je veux continuer à être considéré comme un collaborateur sur qui on peut compter, donc je n'ose pas dire mes fragilités, et donc les conditions du dialogue n'existent pas, et puis je fais semblant d'aller bien. Et ça, c'est assez délétère parce que ça dure pas. Ça ne peut pas durer, quoi. Enfin, ça ne peut pas tenir sur la durée, en tout cas. Et tu penses que si, avec une meilleure frontière pro-perso, t'aurais pu dire, côté pro, il y a ça? Parce que du coup, là, ce que tu viens de dire, pour moi, c'est un peu la limite dans des situations comme celle-ci. Mais ça peut arriver aussi dans plein de boîtes avec plein d'autres problématiques. C'est, à un moment, je suis à la fois très pote. Donc, en fait, on peut dire beaucoup de choses. Et en même temps, il y a l'image, la représentation du collaborateur que je suis, que je veux conserver. Exactement. Et avec un pote, j'aurais tout lâché. Mais en fait, le pote, c'est aussi le collègue. Voire c'est le boss. Oui, voire c'est le... mais ça nécessite des aménagements, obligatoirement. C'est-à-dire que si tu es malade, tu dois avoir des aménagements sur ton temps de travail. Si tu es aidant, et tu dois avoir des aménagements sur ton temps de travail. Sinon, ce n'est pas tenable dans la durée. Donc, il y a obligation d'en parler à un moment. Ouais. Parce que quand tu as 2-3 rendez-vous par semaine pour ton enfant... et que t'essayes de les cacher, entre guillemets, entre des pauses méridiennes, tu vis un enfer. C'est pas tenable. Donc, il y a nécessité de parler et de dire, voilà,
et d'avoir ces espaces de dialogue. Donc c'était ça la pause brindille V1. Et puis on avait aussi ce souhait de soutenir la santé des aidants de tous âges par des ateliers de liens et de cuisine, de sortie en nature. Et ça, c'était avant le confinement. Donc, voilà, on a fait un super beau programme, on a travaillé. Et puis, donc, on était prêt fin février 2020. Super timing. Donc, tout s'est fracassé sur le confinement. On a tout annulé et ça nous a permis... Moi, j'avais recruté ma stagiaire Rebecca, qui a été ensuite notre première collaboratrice. La veille, le lundi, on a été confinés le mardi et je l'ai recrutée le lundi. Petite pensée pour elle, parce que je devais arriver le lundi. C'était mon premier jour aussi chez Obol. Et je me souviendrai, le lundi, 9h, Stan m'appelle et me dit « Tom, t'as vu l'actualité Juste, on met tout en pause. Juste une semaine, là, il faut qu'on réorganise la boîte et qu'on voit comment on va pouvoir gérer ça. Puis on s'appelle dans une semaine à voir ce qu'on fait. » En plus, on est une boîte d'événementiel, donc t'imagines bien, pendant 5 minutes, la question c'était en fait, est-ce que ça allait vraiment pouvoir marcher, quoi? Est-ce qu'en fait, on n'est pas aux portes de couler la boîte, donc ça sert pas à grand-chose que t'embarques à ce moment-là. Ouais, je vois très bien ce que Rebecca a pu vivre à ce moment-là. Moi, je lui ai donné un téléphone portable et un ordi et je lui ai dit, écoute, à bientôt. En tout cas, en visio, à très vite, mais pour le reste, on ne sait pas. Et voilà, ça a duré 2 mois. Et à la sortie du confinement, pendant le confinement, on a vraiment observé l'invisibilité médiatique du sujet des jeunes qui étaient à la maison avec des proches schizophrènes, autistes, atteints de cancer, en maladie chronique, diabète. Et en fait, on n'a pas observé grand-chose parce qu'il y a eu absolument rien. Et cet angle mort total, on s'est dit on va changer notre objet social, l'objet de l'association. On l'a proposé à la sortie en assemblée générale, et on va uniquement se consacrer aux jeunes. Et on va travailler nos actions, notre plaidoyer pour d'abord faire remonter les besoins de ces jeunes qui sont extrêmement... Alors les besoins sont pluriels et complexes, autant que les jeunes sont divers et que leurs situations de vie sont diverses. Et puis ensuite, on va travailler comme un laboratoire d'innovation sociale et on va essayer de créer des projets avec eux qui répondent à ces besoins. Comment tu les trouves, ces jeunes ? Je peux te dire que la première année, je les ai cherchés, mais je les ai pas trouvés parce que c'était justement le post-confinement. Et ça a montré une chose, c'est que ces jeunes-là, confrontés à une épidémie comme on a vécu, sortaient encore moins. C'est-à-dire qu'il y avait une peur panique chez ces jeunes de ramener le Covid à la maison, dans une maison où il y avait fragilité de santé. Avec un S souvent, parce que souvent, on constate qu'il y a plusieurs personnes en fragilité de santé dans la maison. On a de nombreux cas, par exemple, où il y a frères et sœurs en situation de handicap. Et puis, notamment dans les familles monoparentales, une maman à force d'épuisement qui a développé une pathologie. Et puis parfois la grand-mère ou le grand-père qui est là en maintien à domicile aussi. Il y a cet effet générationnel. Et donc l'enfant faisait vraiment le minimum, quoi. Il sortait, c'est lui qui allait faire les courses, l'achat des médicaments, et vite il rentrait. Donc pour les rencontrer dans ces conditions, ça a été un enfer. Notre première année, on a vraiment douté. Et vous, c'était un projet d'événementiel. Nous, c'était un projet de convivialité. C'est vrai que notre projet de base, c'était de créer des espaces de convivialité pour que les jeunes aidants se rencontrent, se reconnaissent, échangent sur ce qu'ils vivaient et puissent se sentir moins seuls. Et donc, pareil, les espaces de convivialité en 2020. C'était sympa, hein. Mètre d'écart, un masque, tu te laves les mains, tu te parles pas trop, tu regardes ailleurs. Et puis les interdictions des rassemblements, c'est-à-dire que dès qu'on organisait quelque chose, on apprenait la veille que c'était interdit, bim, on annulait. Vous êtes allé de déception en déception. Ouais, c'était très difficile. Et puis quand on voit pas ses bénéficiaires, on se dit, on doute, on finit par douter. Moi, il y a eu un moment où je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas été aveuglée par mon histoire personnelle, par les anciens jeunes aidants avec qui on a monté l'asso, il y en a, en fait, à force de pas les voir, il y en a peut-être pas. Ou alors ils ont pas de problème, tout va bien, et c'est moi qui invente les problèmes. On s'est quand même posé des vraies questions. Et puis fin d'année 2020, on a commencé à avoir des appels de jeunes de tous âges, mais je dirais à partir des ados et des jeunes adultes, qui nous posaient des questions de plus en plus difficiles. On était loin de la convivialité, on était sur des questions lourdes et tristes, jusqu'à un appel fin d'année là qui a été terrible pour moi, parce que c'était une situation
fin de vie. C'était vraiment difficile. J'étais pas formée encore, donc très très long échange. Et sur les jeunes qu'on avait autour de nous, on leur a dit, est-ce que un service d'écoute pourrait vous aider? Et ceux qui nous appelaient, est-ce qu'un service d'écoute pourrait changer un petit peu votre quotidien, ou quand vous avez un gros coup de stress et ils nous ont dit, bien sûr, on a besoin en fait d'échanges en dehors de la famille, en dehors de nos amis, en fait quelque chose d'anonyme pour pouvoir déposer notre fardeau, être parler, évoquer nos souffrances, parce que sinon on dit toujours que tout va bien. Et c'est vrai que ce sont des jeunes qui disent toujours que tout va bien. Mais par contre, ils m'ont dit, oublie les psys. Ton service d'écoute avec des psys, ça marchera pas. Nous, on n'appellera pas si c'est des psys, en fait. Parce que des psys, on a une image des psys, voilà. Et ils ont une image des psys certainement un peu fausse. Ils en ont vu quand même, pour la plupart aussi. On leur a... Alors, ça va être à l'hôpital, parce que quand leurs proches étaient en cancéro, par exemple, il y a un psy qui est passé les voir une fois, et puis ça s'est pas toujours bien passé. Quand on voit quelqu'un une fois, ça laisse rarement un très bon souvenir. Les psychologues scolaires, ils ont une mauvaise image en règle générale. Et donc, ils nous ont dit, nous, ce dont on a besoin, c'est de parler avec d'autres jeunes. Donc, on a conçu avec eux un service d'écoute, sachant que c'est un service d'écoute avec un numéro de téléphone, mais en fait, les jeunes n'appellent pas non plus, parce qu'on apprend de leurs usages d'aujourd'hui. Donc, les jeunes ne passent pas de coups de fil. C'est un truc de vieux, ça. Donc, ils utilisent leur téléphone pour faire soit des vocaux, soit chatter. Donc, très rapidement, notre service d'écoute s'est transformé en chat d'écoute. Et là, ça a fonctionné. C'est d'ailleurs le projet qui avait été soutenu par la Nuit du Bien commun à Lyon. C'était notre premier projet. Alors, on communique pas extrêmement dessus parce que on n'a pas encore aujourd'hui les moyens d'avoir les équipes, et puis parce qu'on a de nombreux autres projets. Mais il existe toujours. On a 2 à 3 permanences par semaine. Ce sont des permanences le soir, quand les jeunes retournent dans leur chambre, c'est très important, ou le mercredi après-midi, et qui sont gérés par une de nos salariés, des bénévoles aussi, et des services civiques quand on en a, et qui permettent vraiment de déposer son fardeau. Alors, son fardeau de jeune aidant, ces questions vraiment liées à la maladie. Et nous, on est beaucoup dans la redirection aussi. On a toute une liste d'associations ou de numéros d'urgence, parce que, bien sûr, on a aussi beaucoup de jeunes qui sont en grande souffrance, donc avec la question du suicide. Enfin, je dis bien sûr, c'est dur de dire bien sûr d'ailleurs dans cette phrase, mais en tout cas, on a quand même beaucoup de souffrance. Ouais, c'est une réalité. Et c'est une réalité. Et puis, ça peut être des questions de jeunes, en fait. Comme certains n'ont pas d'amis, pas de vrais amis, ou qu'ils ont menti sur leur vie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'omissions sur ce qu'ils vivent en réalité à la maison. Ils savent pas à qui demander quand ils ont des problèmes de jeunes, quoi. Donc, on peut aussi avoir des questions juste de jeune à jeune. Ouais, de jeunes qui grandissent, qui cherchent. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que ce soit des jeunes qui répondent aux jeunes. Et on a beaucoup de bénévoles adultes qui souhaiteraient être derrière les chats, mais pour l'instant, on forme plutôt des jeunes. Parce qu'attention, un jeune, on lui fait pas. Si c'est un adulte qui se fait passer pour un jeune, ça marche pas. Ok, boomer. Donc voilà, nous on forme. Alors on n'a pas de psy qui répondent, mais ce sont des jeunes formés par des psys et supervisés par des psys. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Comme tu les accompagnes derrière, tu les supervises. Eux aussi, bien sûr. Il faut qu'ils puissent lâcher ce qu'ils ont reçu. Exactement. Et puis notre équipe, de toute façon, en règle générale aussi, qui reçoit des choses un petit peu lourdes parfois. Comment vous gérez ça, tiens, justement, en équipe? Vous êtes une douzaine aujourd'hui, une petite quinzaine? Oui. Comment tu gères ça avec l'équipe? Vous avez des points réguliers? Vous avez un psy dans l'équipe? Comment vous faites? On a une supervision aujourd'hui même, tu vois, de l'équipe pour les situations. Alors tout le monde est invité, donc les écoutants de la ligne d'écoute. Ça peut être bientôt aussi, parce qu'on a un autre projet directement dans les établissements scolaires, les jeunes ambassadeurs qui peuvent aussi faire remonter des situations. Et notre équipe qui organise aussi tous les mois ces fameux temps conviviaux qu'on a fini par faire quand même, qui sont des activités ludiques avec également un temps d'échange. Et dans le temps d'échange, parfois les jeunes ne parlent pas. Enfin, ils parlent pas de ça, ils parlent pas de ce qu'ils vivent, justement parce que c'est un moment pour eux, ils ont pas du tout envie d'en parler. Envie de passer à autre chose, quoi, faire autre chose. Voilà. On a fait un atelier sushi, on parle que des sushis, pas de problème. Et puis, il y en a certains qui ont besoin de parler, qui ont besoin de pleurer, qui ont besoin de dire à quel point ils sont en colère ou inquiets. Et donc là, il va y avoir solidarité dans le groupe. Mais pour la personne de la pause brindille qui est garante de tout ça, ça peut nécessiter derrière d'en parler, quoi. Ouais.
Voilà. Donc, on a tout un cadre qui permet d'avancer et de tenir aussi pour les équipes. C'est impressionnant quand même. En fait, on découvre tu disais tout à l'heure, on découvre un angle mort. C'est ça, un angle mort des politiques publiques, un angle mort de la société, un angle mort de la vie de famille. Alors parfois on me dit, mais il y en a toujours eu des gens malades. Oui, mais il y a de plus en plus de gens malades. Il y a de plus en plus de vrais soucis. Et puis, il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de personnes qui sont ramenées au domicile pour être malades. Et ça, en France, en tout cas, c'était peut-être le cas au début du XXe siècle et avant, mais après, il y a toute une période qui a été des années 30 aux années 2000, on va dire, où il y a eu une montée en charge du système de santé, de la prise en charge, et puis aujourd'hui, on est en train de baisser vraiment de façon assez dramatique. Donc, et je pense que toutes les personnes qui écouteront ce podcast se diront, c'est vrai, moi je connais des personnes malades, je connais des personnes en situation de handicap. Bon, voilà, si on fait vraiment la liste de tous les gens avec des pathologies qu'on a autour de nous, il y en a beaucoup. Moi, je sais que j'ai grandi avec une amie de ma maman qui avait un cancer du sein, un collègue de mon papa qui avait fait un AVC et l'enfant d'une collègue qui avait une myopathie. Et c'est tout. 3 personnes. Aujourd'hui, je ne sais pas si ma fille devait faire à 20 ans la liste de toutes les personnes malades, handicapées qu'elle peut connaître dans son entourage. Ça doit être 20 fois plus, quoi. Mais est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'on les voit? Ah oui, il y en a plus. Il y en a vraiment beaucoup plus. Nous, on a les chiffres, hein, je les ai pas en tête, de Santé publique France. Il y a une augmentation de toutes les pathologies. De toutes les pathologies, de tous les handicaps, quasiment, de l'accidentologie aussi. Donc, oui, vraiment, vraiment, les chiffres sont... Je trouve qu'on prend pas conscience de ça, en fait, on parle pas de... Alors certes, nous, on a aussi des familles qui sont extrêmement touchées et des familles qui sont pas du tout touchées. Bon, ça, c'est un peu le j'ai un peu le sentiment, le karma. C'est un peu le loto, mais t'as un peu le sentiment ouais. quand tu tires la carte, en fait, il y en a, le paquet est tombé avec, quoi. Ah ouais, c'est S'il ça. est tombé chez toi, t'es en mode, Ah je ouais, pense que ça fait chier. Il y en a vraiment qui cumulent. Là, on a une petite de 12 ans, qui a fait le dernier podcast de notre Bien Caché, qui a ses 2 parents qui sont malades et ses 2 frères qui sont en situation de handicap et hémophiles. Et elle me dit, moi, je suis la seule normale de la famille. C'est super lourd, en fait. Elle a 12 ans et elle porte beaucoup, beaucoup de choses. Et tout le monde est extrêmement solidaire, responsable dans la famille, mais ça suffit pas. En fait, elle va grandir comme ça. Bon, moi, je découvre quand même que la complexité, mais surtout la prévalence des maladies et des handicaps et des addictions dans notre société. C'est pas très bon signe, quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire, à ton avis, chacun à notre niveau, d'un point de vue très pratico-pratique? C'est quoi l'aide qu'on peut avoir quand on va bien? Alors, merci de poser cette question parce que il y a des choses très simples qu'on peut faire. Alors, d'abord, nous, ce qu'on dit à chaque fois qu'on en a l'occasion, c'est si vous avez identifié des jeunes concernés, allez les voir et demandez-leur comment ils vont vraiment. Parce qu'on demande généralement à ces jeunes comment va ton père, comment va ton frère, ou comment va ton copain, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes aidants de leurs premiers amoureux, de plus en plus. C'était la blague de mon beau-père quand il annonçait les naissances. Il disait le bébé va bien, la maman va bien, et oui, pour information, moi aussi, je vais bien. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que comment tu vas derrière. C'est pour ça qu'on a appelé les podcasts bien cachés. Ils sont bien cachés dans la société, mais ils sont aussi bien cachés dans la famille. Et aujourd'hui, la lumière est mise sur les patients, sur les malades. C'est eux qu'on accompagne, c'est eux, et à juste titre, hein, y a un besoin, la question n'est pas là, mais dans l'ombre, derrière, il y a les jeunes aidants. Et donc, c'est très important qu'on prenne le temps d'aller les voir et de leur dire comment toi tu vas vraiment, dis-moi, et puis de revenir, parce que généralement, ils vont pas tout de suite se confier. Mais la première fois, on va avoir, franchement, ça va. Voilà, ouais, ça va nickel, tout va bien. Et puis de reposer la question, en fait, ça montre une vraie attention. Et puis, quand l'enfant va se sentir en sécurité, ou le jeune, il va parler. Et puis, il y a quelque chose de tout simple aussi. Moi, je le dis souvent aux familles qui me disent, moi, je vois très bien le copain de mon fils. Je sais très bien qu'à la maison, c'est compliqué, que c'est difficile, mais je sais pas quoi faire. Et donc, je dis, il y a des choses toutes bêtes, c'est d'inviter ces gamins. Vous faites une soirée pizza le samedi soir chez vous, invitez-le à faire la soirée pizza avec vous.
Ça va le sortir de son quotidien. Bon, il faut tout gérer. Ça peut être aller gérer, aller le chercher pour les plus petits, aller le chercher à la maison, le ramener. Ça peut aller jusqu'aux vacances. Quand on a des frères ou des sœurs en situation de handicap, les vacances peuvent être très compliquées et rares aussi. Parce que soit on part pas, soit on part avec le frère ou la sœur en situation de handicap, et parfois c'est compliqué, et les vacances sont quand même différentes. Donc ça peut être, moi je t'offre 1 semaine de répit ou 2 jours de week-end, et tu viens avec nous. Je te sors aussi de... Et quand le jeune dit non, merci, c'est sympa, mais non, souvent c'est aussi parce que il n'a pas de relais pour s'occuper de son proche. Donc il va dire non parce qu'il sait très bien que si lui il part, ou si elle s'en va pour le week-end, son proche qui a besoin d'aide tout le temps ne va pas pouvoir se débrouiller. Donc, il faut quand même aussi dire qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses me dire oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que je puisse te dire oui. Est-ce que il faut que je t'aide à demander à tes tantes? Est-ce qu'il faut que je t'aide à ci ou à ça? Et c'est toujours pareil. C'est rentrer dans l'intimité un petit peu. Et ça peut être difficile, mais si on le fait pas, on va rester sur la surface du tout va bien, nickel. Problème, en fait, tranquille, je gère. Faut aussi s'engager de notre côté, quoi. Faut s'engager, avec dignité, respect, et puis amour et vérité. Et vérité, voilà. Faut arrêter d'être gêné, en fait, je pense, par les situations de maladie des autres et par la peur d'être maladroit. Ça, c'est le pire. Le pire, c'est la peur d'être maladroit. Du coup, je fais rien. Ah non, mais je sais pas comment faire, donc je détourne la tête et je fais rien. Et la peur d'être maladroit, c'est un vrai ennemi, en fait. C'est que c'est le contraire de l'action et de l'aide pour ces jeunes. Moi, j'ai vécu la dépression dans ma famille. J'ai une copine qui me demandait tout le temps si ça allait. Nature hyper enjouée, mais très spongieuse. Donc, je savais que dès que j'allais un peu plus loin franchement, ça va hyper bien. Elle vivait le truc tellement mal pour moi que ça me défonçait. Mais du coup, j'ai arrêté de lui répondre. Donc, il y avait un côté maladroit de sa part de revenir régulièrement. Mais en fait, c'est toujours une bonne pote parce que j'ai toujours un profond respect pour sa fidélité à vouloir aller au-delà, même si je pense qu'en termes de caractère, c'était pas celle qui pouvait m'aider le plus, mais elle est restée versus ceux qui ont fini par se cacher plutôt que d'oser la question alors qu'on était proches. Oui. Et qu'aujourd'hui j'ai perdu de vue. Et je suis d'accord avec toi, en fait. Elle était là. Il faut faire. Et en fait, avec une garantie, en fait, et à un moment ou l'autre, tu vas être maladroit et tu vas t'y prendre avec tes pieds parce que c'est pas ta situation, tu la vis pas tous les jours. Et même si t'as vécu une situation similaire que tu connais, en fait, t'es pas la personne qui la vit. Qu'à un moment, tu vas te planter. Oui. T'appelleras pas au bon moment. T'auras pas la phrase au bon moment. Mais en fait, la seule question, c'est est-ce que t'es là, quoi. Il faut aussi oser le silence, la présence. Allez, on va au parc, on regarde le lac et puis on dit rien, mais on est là. Je pense qu'on parle beaucoup et souvent trop aujourd'hui. On essaye de combler le silence, ça fait peur. Et nous, c'est pour ça que sur les jeunes aidants, c'est vraiment OK de se taire. Parfois, on a des jeunes qui viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois à nos brins de partage et on se dit, mais ils sont vraiment jeunes aidants parce qu'on sait toujours rien d'eux. Est-ce qu'ils ont compris que c'est pas juste une après-midi badminton ou... Et puis, la 4e fois, ils vont nous sortir un truc de dingue. Ils avaient parfaitement compris, bien sûr, ils n'étaient pas là par hasard. Maintenant, on se pose plus trop la question, mais au début, on était encore... Et quand ils sentent que c'est le moment, ils parlent. Et on organise un festival tous les 2 ans. Donc la 2e édition, c'est au mois de juillet, le 6 juillet 2024. La première édition, c'était donc en juillet 2022. Et c'est une journée complète de soutien, de fêtes, de considération, d'ateliers et de témoignages. Et comme c'était notre première édition, on marchait sur des œufs un peu pour tout. On se disait, mais est-ce que... on avait préparé ça avec les jeunes, mais enfin, on n'avait pas préparé ça avec les 70 jeunes qui venaient non plus. Donc, on avait prévu un temps de témoignage d'une jeune fille de 10 ans, d'une ado et de notre présidente qui a la quarantaine. Sur scène, elles ont raconté leur histoire, elles ont témoigné, c'était extrêmement émouvant. Et puis après, on a demandé si d'autres voulaient prendre la parole. Et on pensait on n'avait même pas prévu le temps dans notre timing, en fait, parce qu'on pensait que ça allait être un four total. Et là, toutes les mains se sont levées. Et les jeunes ont pris le micro les uns après les autres. On a pleuré, c'était terrible. Les financeurs étaient là pour la plupart. Et ça a été un moment extrêmement fort pour eux parce qu'ils ont compris, en fait, toute la portée. C'était 16 heures à peu près, donc ils étaient là depuis 10 heures du matin. Et tout ce qu'ils avaient vécu avant leur permettait, je pense, de se sentir rassurés
en famille, compris, au bon endroit pour parler. Ils nous ont dit des choses vraiment incroyables. Et donc là, on le prévoit pour la 2e édition. Et bien sûr, si on l'avait mis le matin, ça aurait pas marché du tout, en fait, ce temps-là. Ouais, il y a une confiance, une relation qui doit se créer. C'est ça. C'est qu'au début, il faut laisser le temps du silence, d'autres choses, quoi. Du jeu, de choses. Nous, on propose des ateliers qui n'ont vraiment rien à voir. Hein. Je sais pas, il y avait un atelier de journalisme, de sophrologie, Oui, c'est un prétexte à la rencontre. C'est des prétextes. Et puis petit à petit, voilà, l'envie de parler, l'envie de parler aux autres, en fait. Quand on a compris que ces autres jeunes sont pas semblables, mais malgré tout sont concernés, peu importe la pathologie des proches, peu importe s'ils s'occupent de leurs parents, de leurs frères et sœurs, de leurs chéris, ils comprendront, en fait. Si je parle, je vais être comprise, je vais être compris, et donc c'est le moment, quoi. Et ça a été vraiment magnifique. Donc c'est des moments comme ça qu'on peut vivre, et on a vraiment le souhait à terme de créer aussi une application. En fait, c'est très facile de faire une application, mais c'est beaucoup plus difficile pour qu'elle soit téléchargée et utilisée. Donc, on travaille énormément à la constitution de partenariats et d'une communauté digitale aussi. On est sur tous les réseaux parce que, voilà, on veut, j'espère dans un an au moins, sortir... au moins, ouais, c'est ça. Sortir cette application d'entraide entre jeunes, en fait. Vraiment pour que c'est 3h du matin, t'as un gros coup de blues. Bien sûr, tu vas pas parler à tes parents et tu vas pas pouvoir leur dire pour pas leur rajouter ces sentiments de légitimité. Bah, moi, je peux pas parler de mes difficultés parce que vu ce qu'ils vivent, vu comme ils sont fatigués. Mais je vais aller sur cette appli et là, je vais trouver des potes, quoi. Des gens qui habiteront peut-être à 800 km de chez moi ou à 5 mètres. Mais en tout cas, qui comprendront et cette notion d'entraide, aujourd'hui, elle est assez peu présente sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont connu l'évolution entre Facebook et Instagram, par exemple. Facebook, il y avait des groupes fermés où on pouvait discuter en toute intimité, tout étant relatif, mais en tout cas fermé. Sur Instagram, c'est pas du tout adapté, même s'il y a des canaux de discussion. C'est pas des... Et à TikTok, encore moins. Mais tout s'y arrive, hein. Donc voilà, il y a des canaux de discussion qui arrivent. C'est ça. Genre Discord, qui est un équivalent de Slack pour ceux qui connaissent. Alors, Discord, ça plaît pas du tout aux filles. Attention, parce que on avait le souhait de faire quelque chose sur Discord et les filles nous ont dit ah non, c'est trop moche. C'est très laid. C'est pas l'outil le plus waouh. Donc tu vois, c'est difficile. On a des usages là. On est quand même sur des jeunes qui sont sur leur smartphone toute la journée, donc. Oui, il y a des enjeux où tu peux pas te louper pour que l'expérience utilisateur, ils ont envie d'aller dedans. Exactement. Et toi, c'est ton enjeu quand même. C'est un vrai enjeu. Donc voilà, on y travaille. C'est extrêmement intéressant. Mais en tout cas, cette solidarité entre pairs, entre jeunes concernés, pour nous, c'est la clé, quoi. C'est vraiment. Et on a des discussions qui sont incroyables. Des fois, hyper concrètes. Bien sûr, ils peuvent parler de tout, mais parfois, ils parlent. On a eu l'expérience de 2 jeunes qui parlaient de couches pour de couches d'adultes, en fait, voilà, qui échangeaient sur l'absorbabilité. C'est le genre de choses. Tu peux pas imaginer que quelqu'un de 15 ans ait ça comme souci. Mais si. Quand, en fait, tu dois, que ton frère, qui est autiste, par exemple, non-verbal, pas propre, met des couches et c'est toi qui l'aides, ou ta grand-mère ou ton parent, voilà, c'est un sujet du quotidien et on en parle. Voilà, mais jamais tu vas parler de ça avec un copain, quoi. Ça, c'est sûr. Non, c'est pas la discussion de bar, voilà. Puis il aura pas d'idée, il aura pas d'avis, de toute façon. Oui, ou au pire, pour le coup, il va avoir des idées absurdes. Ouais, il va se moquer. Donc, voilà. En fait, on a vraiment de tout sujet. C'est ça qui est passionnant, émouvant et où on sait qu'on a de l'impact, en fait. Mais l'impact. C'est là où ça me fait rejoindre ce qu'on se disait tout à l'heure sur comment est-ce qu'on peut aussi aider. Parce que pour ceux qui nous écoutent, t'as cet enjeu-là. Si un jour t'emmènes un aidant en week-end, machin, en fait, il va peut-être se libérer, il va peut-être se raconter ces sujets-là et t'as peut-être aucun avis, aucune expérience dessus. Mais juste savoir écouter, sans chercher à donner une solution. Dire, ok, je comprends, t'as un problème là-dessus. Et oui, j'ai aucun avis sur les couches d'adultes. Je savais même pas que ça existait il y a 2 minutes. Oui, je savais que ça existait, mais pour la petite anecdote. Mais en fait, on ne demande pas des solutions. On demande juste d'être là, celui qui prend du temps, qui est avec. Oui. Tu vois, notre ligne d'écoute, c'est ça. On ne donne aucun conseil. On serait bien en peine de donner des conseils selon les situations. On a des situations, mais on écoute. Alors, nos jeunes sont pas formés, ils sont pas psychologues.
Bon, j'avoue que la plupart sont des étudiants en psycho. C'est pas, voilà, c'est. Ils sont pas loin. Ouais, ils sont pas bien loin. La plupart sont aussi jeunes aidants, mais qui s'ignorent, voilà. Et puis, ils sont formés à l'écoute active. L'objectif, c'est qu'ils écoutent et Oui. surtout, voilà, qu'ils donnent pas leur avis, pas de conseils, mais qu'ils amènent le jeune avec des petites phrases un peu clés à s'exprimer et à trouver ses propres solutions, parce que tout le monde a sa solution. Enfin, il y a des solutions. Évidemment, nous, ce qu'on dit souvent, parfois on nous dit oui, mais pourquoi vous faites pas ci ou pas ça? On leur dit, on va pas révolutionner le système de santé français. On va pas changer les prises en charge des proches. Et on aimerait bien, mais on va pas s'aventurer là-dessus. Donc, on n'a clairement aucune solution pour les proches. Nous, notre objectif, c'est de permettre au jeune de revenir à lui-même, à ses propres besoins, à ses propres envies, à son horizon. Qu'est-ce que tu voudrais pour toi? Qu'est-ce qui aujourd'hui te fait du mal? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Est-ce que c'est tes émotions? Est-ce que ça va être par exemple ta colère, ta culpabilité? Ou est-ce que ça va être ton incapacité justement à revenir à toi-même? Parce que tu es tout le temps en souci pour ton proche. Et ça peut être très long. On peut échanger pendant très longtemps avec un jeune qui va d'abord nous parler de la situation de son proche, devenir fou parce qu'il n'y a pas telle prise en charge ou parce qu'il n'y a pas ça. Bon, on le laisse parler. Et ensuite, on lui pose la fameuse question, et toi, comment tu vas? Voilà. Et on écoute. Magnifique. Merci Axel C'est pour simple. ce super temps d'échange. J'ai pas vu le temps passer. Merci en vrai pour tout ce temps. Merci Pour à tout toi. ce que tu nous as raconté sur les jeunes aidants. Cet angle mort peut-être un peu plus visible pour ceux qui nous ont écoutés à la fin de ce moment. Et merci à vous tous, parce que pour moi, l'accompagnement, tout à l'heure, je parlais des difficultés de l'année 2020, mais c'est en 2021 que j'ai rencontré, moi, au bol et la nuit du bien commun, et ça a été un vrai cap. Ça nous a permis de tenir et d'être encore là aujourd'hui, et j'espère pour longtemps. Donc, J'espère on aussi. est très reconnaissants. Merci. J'espère que vous serez là dans très longtemps et que vous serez nombreux aussi à suivre, parce que c'est une cause qui a du sens et qui est trop dans l'angle mort. On l'a beaucoup dit pendant ce podcast, mais il y a un sujet sociétal à cet endroit-là qui est pas encore assez connu, qui est pas assez visible. On y travaille. Bon courage Axel, bon courage à toute Merci. l'équipe. Merci à tous de nous avoir Merci écoutés pour ce nouvel épisode. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bonne journée. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.